Bonjour à tous. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est maintenant qu'on a vu l'échelle logarithmique et le bruit, on va enchaîner, puis on a vu la numérisation aussi, théorème de Nyquist. On va enchaîner avec tout ce qui est un signal numérique, c'est quoi réellement? Quand on l'enregistre dans un fichier, ça a l'air de quoi? Pour éventuellement comprendre la différence entre la modulation analogique et de la modulation numérique, avant ça, il faut comprendre qu'est-ce qu'un fichier numérique réellement. Fait qu'on va y aller avec quelque chose de vraiment simple. On va se créer un fichier texte et je vais écrire, dites-moi une lettre de A à Z. B, Q, Q. Je vais mettre plusieurs Q et puis je vais mettre barre. Comme ça. Je vais le sauvegarder sur mon bureau. 2, 4, 3, 4, 50. Comme ça. Et puis, je vais ouvrir un éditeur de hexadécimal, un hexaditor. Ce que ça permet de faire, ça permet de regarder vraiment, parce qu'un fichier texte, c'est là que je voulais en venir, un fichier texte est un fichier analogique ou numérique? Numérique. Chaque lettre, c'est comment on fait pour savoir que c'est un Q qu'on a enregistré dans le fichier? Il y a un code ASCII en arrière de ça. Donc, pour en avoir le cœur net, on va ouvrir le fichier. Puis, on va aller regarder ça. Donc, bureau 2, 4, 3, 4, 50. Donc, il y a des Q. Et ensuite, il y a BA, BA. Donc, on voit que les Q, c'est quoi? C'est 7-1, 7-1, 7-1, 7-1, 7-1, 7-1. Puis ensuite, BA, BA, c'est 6-2, 6-1, 6-2, c'est ça. Puis ici, il y a des caractères. Ça, c'est un enter, en fait. Là. Fait que vous parliez code ASCII. On va aller voir. Je vais m'en ouvrir un. Lui, il y a de la popée. C'est un peu petit. Je vais le grossir comme ça. Donc, on a vu, c'était quoi, 7, je me souviens plus déjà, 7-1. Donc là, vous pourriez dire, ah, 7-1, ben non, c'est un gros G, c'est pas ça. Okay? Mais ça, c'est en décimal. Tandis que nous autres, c'est un hexaditor. Donc, les valeurs qu'il nous montre, c'est des valeurs hexadécimales. Donc, on peut aller voir 7-1 ici, en hexa, qui équivaut à 113 en décimal. C'est la lettre Q. Puis, BA, c'est 6-2, 6-1, 6-2, 6-1. En hexa. Fait que 6-2, 6-1, 6-2, 6-1 et puis 61. Fait que c'est important que vous compreniez que un fichier, ça c'est vrai pour n'importe quel type de fichier, c'est toujours une valeur binaire, hexa, écrit en octet, écrit en peu importe, qui représente quelque chose. Un autre exemple, juste pour encore là en avoir le cœur net, je vais faire quelque chose ici. Je vais mettre tout en rouge. En fait, je vais mettre en rouge comme ça. Puis, je vais... qu'est-ce que je préfère? Je vais mettre juste un carré. Oups. Un carré jaune dans le milieu. Et puis, je vais enregistrer ça sous. Quoique là, ça va être ben trop gros comme fichier. Je vais juste mettre comme ça avec un point jaune. Comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Là. Non, vous ne le voyez pas. Je vais le grossir. Donc, c'est vraiment un carré rouge avec un point jaune. Je vais mettre, juste pour rire, on va mettre un point bleu, mais un peu plus au début. Et je vais enregistrer ça en BMP pour bitmap. Je vais le mettre sur mon bureau encore une fois. 2, 4, 3, 4, 5, 0. Ouvrir. Donc maintenant, là, j'ouvre le fichier bitmap. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Wow! Là, c'est pas mal plus compliqué. Hein? Là, on voit 24 ICED, 24 ICED, 24 ICED jusqu'à partout. C'est comme ça. Oh! Ici, un petit changement. Au lieu d'avoir 24 ICED, on a 0000
24 ICED, ça continue, OK. Mais on va aller voir c'est quoi 24 ICED. Donc, on sait que c'est du hexa, ça fait que je vais le mettre en décimale. Comment? Ouais. Ouais, je n'ai pas entendu Alexis, mais je suis d'accord avec Alexis. C'est 1C, pas IC. Qu'est-ce que j'ai dit? IC. Ouais, 1C. Vous avez totalement raison, c'est impossible. Donc, 24, 36. Je vais l'écrire parce que sinon je vais l'oublier, je me connais. Donc, on a 24, 1C, 1C, c'est 28, puis ED, 36. 24, 36, comme ça? J'ai écrit 24. Donc, ED, Ouais, c'est le premier dans votre fichier, dans votre bloc-notes, c'est 36. Ouais, 36, 36, 28? OK. Ici, ED. Ça donne 237. Donc, on va voir si ces trois chiffres-là, 36, 28, 237, si ça a un lien avec ce qu'on est ici comme information. Fait que je peux aller prendre ma pipette, regarder c'est quoi la couleur ici. Allez voir la couleur. 237, 28, 36. Okay. Magie. 237, 28, 36. Là, on pourrait aller voir les autres, puis essayer de trouver les codes de couleur, mais vous comprenez que chaque point, chaque pixel de notre image, il y a un hexa, c'est 4 bits. Donc, 2 hexas, c'est 8 bits, donc un octet. Donc, un octet par couleur. Donc, un texte, c'est un octet par caractère. Tandis qu'ici, on a un octet par couleur pour un pixel. Donc, un pixel, c'est 3 octets. Okay? Donc, déjà là, on est capable de faire un petit lien que l'image est un petit peu plus lourde parce que pour chaque pixel, c'est 3 octets, tandis qu'un texte, c'est un seul octet pour un caractère. Je ne sais pas si vous voyez le lien un petit peu là. Dernière chose que je veux vous montrer, et après ça, on passe à la modulation. C'est... on va prendre ça ici. Et puis, on va générer un son de 1 Hz. Une amplitude de 1. Je ne génère pas pendant une minute. On va prendre de quelque chose de 10 secondes, mettons. Comme ça. Et voilà. Ça fait que j'ai quelques périodes. Et puis, je vais l'exporter toujours sur le bureau en fichier Wave. Qu'est-ce que vous pensez qu'on va voir? Comment? Ben, les fichiers Wave, on ne savait pas si c'est quoi le fichier Donc, fichier Wave, là, ça commence à être un petit peu plus compliqué à interpréter. De un, pourquoi? Parce que c'est un sinus qu'on a. Mais je vais essayer de trouver... Ben, de un, ici, on voit qu'il y a un en-tête. Okay? Ça dit c'est quoi le format du fichier. Puis après ça, là, on se met à voir les échantillons réels. Ici, ce qui est compliqué pour l'avoir déjà analysé, c'est qu'on est en mode... des fois, c'est Little Indian ou Big Indian. Donc, des fois, on commence par le plus significatif. Des fois, on commence par le moins significatif. Puis, les waves, je pense qu'ils sont à l'envers. Ça fait que... Et aussi parce que c'est un signal qui va dans les positifs, dans les négatifs. Donc, là, on est en signé. Donc, ça complexifie aussi l'interprétation. Mais je vais quand même essayer de vous montrer une certaine suite là, qui existe là-dedans. Donc, prenons juste ici. 24-24, 28-24, 2D-24, 32-24, 35-24, 3A-24. Vous voyez qu'il y a une progression, une certaine progression. Donc, probablement que 2-4 vient avant 3A. Puis, ça, c'est le moins significatif, le 3A ici.
Puis on voit qu'il passe de 3A à 3F à 4.3 à 4C et ainsi de suite. Puis là, si on continuait, un moment donné, on verrait qu'il se met à descendre. Donc E2, E7 jusqu'à F7, FC. Là, oh, il vient à 0, 0 ici. Ça fait que s'il y a de l'air d'avoir une certaine, je ne sais pas si tu devrais utiliser le terme de discontinuité, là. Mais Pas encore. Moi, je continuerai plus bas, là. Peut-être qu'il va F, 32, 35. Tu regardes tes trop plus forts. 68. Ça continue à monter encore. FF0, ok, ouais, 31, 32, ok, ouais, j'ai raison, Ouais, 3C. passer des FC à 0. Ouais. Ça fait que si on voit 6.3, 6.4, 7F, Ah, là, ça redescend. oh, 7F, ok. Ça fait qu'une fois qu'on a atteint 7F ici, ok, donc on a atteint 7F ici, le D7, là ça, donc E, D, voilà. 7F, FF, on voit qu'il a été à 7F, FF pendant un bout. Ça, c'était le haut ou le bas du sinus, il faudrait le convertir. Mais après ça, on voit qu'il a passé de 7F à FD, puis là, il s'est remis à descendre. Okay? Donc, on peut voir qu'il y a quand même un sinus et que chaque point qu'on voit sur notre signal d'audio ici, ça fait que je vais vraiment zoomer ici, mettons. Donc là, probablement, ce qu'on voyait tantôt, c'était cette partie-ci. Si je fais... oups. Je fais ça, j'essaie de voir comment dézoomer en Y. OK, comme ça. Et là, si je mets ça comme ça, on va voir les échantillons. Donc, on va voir qu'il y avait effectivement plusieurs échantillons qui étaient au maximum. Donc, avant de se mettre à redescendre, c'était normal qu'on avait plusieurs qui étaient à 7F, FF. Ou FF, 7F, en fait. Oui. L'échelle Y, c'est en quoi? C'est normalisé. Donc, le 1 ici, c'est l'amplitude max déterminée que si on envoie quelque chose à l'amplitude 1 à la carte de son, la carte de son va émettre un son qui est avec une amplitude maximale. Si on met supérieur à 1, qu'est-ce qui va arriver si on envoie ça à la carte de son va le clipper, va saturer, va le ramener à 1. Donc, mais c'est ramené à de moins 1 à 1 tout simplement, parce que la carte de son, elle va, tout dépendant du volume qu'on lui dit de jouer ce son-là, ben là, il va ajuster ça, puis ça va équivaloir à une certaine tension en volts qui va sortir de la carte de son, mais c'est juste, c'est ramené à plus 1, moins 1. Je ne sais pas comment le dire autrement. Il n'y a pas vraiment d'unité dessus. Non, il n'y a pas d'unité. C'est juste comme voit ça comme étant comme un signal qu'on envoie à la carte de son. Puis plutôt qu'on aurait pu y envoyer quelque chose de moins 100 à 100, de 0 à 10, mais là, on a décidé d'envoyer ça de moins 1 à 1, c'est tout. Puis lui, il va le convertir en volts. C'est pas un gain, ça? C'est comme... C'est une amplitude. C'est une amplitude du signal. L'amplitude du signal, en fonction du temps, l'échelle des X. Mais le 1, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est arbitraire. Martin? Oui. C'est. Je vais dire quelque chose que c'est du 24 bits. Est-ce que ça correspond à ce qu'on voit sur les Bonne question. Quand je l'ai enregistré, je pense que je l'ai enregistré en 16 bits, en fait. Si je fais exporter audio, je l'ai exporté en 16 bits. Donc, il ne faut pas se fier à ce qu'on voit à gauche ici. Il faut se fier à ce qui a été exporté. Donc, moi, dans le Hex Editor, j'ai ouvert le fichier qui était en 16 bits. Donc, c'est ce qu'on voit, 2 octets par échantillon. Oui? Pas trop de débit, du coup, mais c'est quoi la différence entre Wave et MP3? Wave, c'est des échantillons bruts. Ce qu'on écrit dans le fichier, on vient de le voir, là, c'est vraiment l'amplitude de chaque échantillon. Ça fait que la logique en arrière de ça, là, je vais faire un lien avec ce qu'on a vu jusqu'à date. Nyquist, il nous dit qu'on est capable d'échantillonner, si on a une fréquence d'échantillonnage X, on va être capable d'échantillonner un signal qui a une fréquence maximale de X sur 2. Ça fait qu'est-ce que vous connaissez? C'est quoi la fréquence d'échantillonnage d'un téléphone régulier? Avec 2 fois la... 3.4. Il y a un filtre qui va limiter le signal audio.
à 3.4 kHz. Donc, ça va être de 300 à 3.4 kHz. Mais c'est pour ne pas avoir de signal en haut de 4, en fait. Parce qu'à partir de 4, on se mettrait à avoir du repliement parce que la fréquence d'échantillonnage, c'est de 8 kHz. Donc, la fréquence d'échantillonnage d'un téléphone régulier, c'est de 8 kHz. Donc, le fichier Wave, si on échantillonne un fichier Wave à 4 kHz puis on enregistre dans un fichier, mais on peut penser que, puis à 16 bits, ça veut dire que 8000 fois par seconde, on va écrire un échantillon de 16 bits, donc 2 octets dans un fichier. Donc, on pourrait faire un petit calcul dans ce cas-là. Un fichier de 60 secondes. Un fichier de 60 secondes, ça va être combien de mégabytes? Okay, c'est une bonne question. Donc, quelqu'un qui peut me dire le calcul? Un fichier Wave mono de 1 minute. Combien de mégabytes? S'il est échantillonné à 8K. 8 K par seconde. 8 millions d'échantillons par seconde. Donc 8 kHz. 60 fois 8000. 60 fois 8000. Donc il y a 8000 échantillons par seconde, puis il y a 60 secondes. Donc on va avoir 480 000 échantillons dans notre fichier. C'est des 16 bits. C'est des 16 bits. 2 octets par... Donc 2 octets. 16 bits par échantillon. Donc 2 octets par échantillon. Ou on pourrait le faire, je vais le faire par exprès un chemin plus long. Là. Je vais dire x 16, parce que c'est 16 bits par échantillon. Donc on va avoir 7 680 000 bits. Si je veux savoir c'est combien en octets, bien, je divise par 8. Donc je fais x 16 divisé par 8, mais c'était comme faire x 2. Là. x 16 divisé par 8. C'est bon. Donc je vais avoir quelque chose de 960 000 octets. Donc, je vais prendre ça ici, je vais le fermer, je vais générer un son, je vais mettre fréquence préférée, 440, je vais mettre le projet à 8K, puis je vais exporter ça en 16 bits, et ça teste. Oups. Il est encore. À quoi? Ouais. À gauche, il est marqué en 1024 bits dans Audacity, mais quand on l'exporte, donc on vient ici juste pour en être certain, on va regarder les détails, puis ça dit qu'il est 128 kilobits par seconde, donc c'est effectivement ce qu'on voulait. Pourquoi? Parce qu'on a 8000 échantillons par seconde fois 16 bits, donc 8000 fois 16, 8000 fois 16 ça donne 128 kilobits. Et puis, on a dit qu'on allait avoir combien de... Quelle taille de fichier? On a dit 960, mais là, tu as 10 secondes. Ah, j'ai mis 10 secondes. Ouais, ça fait quoi? Ouais, Divisé par 60. Divisé par 6. Ouais. Donc, j'ai juste oublié de changer, donc ça colle. Ah, C'est presque. presque. Presque, ouais. En fait, le petit surplus, ben lui, sur 10, c'est ça. Mais on est très proche. Puis les petits octets de plus, en fait, c'est l'entête. L'entête du fichier. Mais y a-tu des octets de plus ou des octets de moins? Ouais, sur Ah, ok, plus, ouais. c'est Ah, il y en a plus. Ok, Il y en a c'est plus. le KO versus. C'est divisé par 1024. Ouais. C'est bon, ça fait que ça donne un ordre de grandeur quand même. Puis, en fait, un fichier de 1 minute, ce serait à peu près 1 mégaoctet qu'on a dit. Donc échantillonné à 8 kHz. Ça fait que là, juste pour continuer avec la question, c'est quoi la différence entre un Wave et un MP3? Bien, on peut imaginer un Wave qui est stéréo, donc 2 canaux. Donc le débit serait doublé parce qu'il y aurait 2 échantillons. Au lieu d'avoir 8000 échantillons par seconde, il y en aurait 16 000 parce qu'il y aurait le gauche et le droit. Puis, quand on écoute de la musique, on n'écoute pas ça à 8 kHz. On écoute ça souvent, par exemple, un CD, c'est échantillonné à 44,1 kHz. Donc là, on ferait x2, x4. x2, ça, x2, puis x4 à peu près. Là, je vais approximativement. Donc, on serait rendu à presque 0,6 MB pour 10 secondes. Fait que pour 1 minute, on serait rendu à 4 MB par minute pour un fichier Wave.
qu'on le sait, là, un MP3, c'est à peu près 4 MB. C'est à peu près 4 MB quasiment pour 4 minutes, mettons. T'sais. C'est quoi la différence entre les deux? C'est juste la compression. C'est juste ça. Ça fait que des waves, c'est brut. On écrit tous les échantillons. Puis un wave, qu'est-ce qu'on fait? C'est on prend ces échantillons-là, puis on dit, bon, ben, est-ce qu'on pourrait passer ça au travers d'un algorithme mathématique de compression qui va permettre d'enregistrer le même contenu, mais différemment? Okay? Puis l'exemple que j'aime bien donner, là, mettons que je retourne, j'ai plus mon fichier. Oups. C'est une façon simple de visualiser la compression. Si on avait à représenter cette image-là, qui est une image très très simple, c'est tout rouge avec un point bleu et un point jaune, bien moi je serais capable d'écrire un fichier qui représente ça en utilisant beaucoup moins d'octets que présentement. Je dirais les tant de premiers pixels sont rouges, ensuite il y a un pixel bleu, ensuite il y a tant de pixels rouges, il y a un pixel jaune, ensuite il y a tant de pixels rouges, puis l'image est finie, je dirais les dimensions, puis j'aurais toute l'information pour reproduire l'image. Okay? Donc ça compresserait, au lieu de dire rouge, 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 je dis ça des milliers de fois, puis vous voyez l'image un peu. C'est très très vulgarisé, là. C'est beaucoup plus complexe que ça, la compression. Là. Et c'est l'idée en arrière. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec le décodage en ce moment? L'image est. J'ai aucune idée. J'ai l'impression qu'il l'a. J'ai payé. Ouais, qu'il l'a. Où il l'a stretché, là. Juste la. Hein? En fait, ça va être beau. Ouais, parce que l'image est très très petite, là. Ah, parce qu'elle est ouverte ici, peut-être, un petit peu. Ouais, ça, l'image est très petite, fait que quand il essayait de l'afficher plus grosse, j'imagine qu'il y avait un problème. Parce qu'ici, même si je la regarde à 700%, 800%, c'est quand même beaucoup plus petit que ce qu'on avait tantôt. Là, c'est peut-être l'éditeur... C'est ça, mais Paint, c'est bitmap ouais. actif. Il a peut-être essayé d'adoucir les... Peut-être. Ouais, mais c'est une sorte d'interpolation. Ouais, peut-être. Ça fait beau. Bonne question. Si je refais ça ici. C'est quoi le programme? Regarde, tu vois, peut-être qu'il y avait même de la misère à accéder tantôt. Parce que là, il l'ouvre différemment. C'est dur de dire si c'est. En tout cas, c'est un détail. Là. Donc, vous comprenez bien qu'est-ce qu'un fichier numérique. Okay? Donc, quand on numérise la voix, vous voyez ça comme un tapon d'octet. Okay? Un tapon de bits qu'on regroupe en octets. Donc, quand on échantillonne à 8 kHz, à 8 bits par échantillon, comme un téléphone. Donc, un téléphone, c'est 64 kilobits par seconde. 8 kHz, 8 bits par échantillon. Bien, ce qu'on obtient, c'est juste un train de bits ou un train d'octets qu'il faut transmettre du point A au point Z. Du point A au point B, peu importe comment on le voit. Je vais ouvrir GNU Radio. Comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder vite la modulation pour bien comprendre c'est quoi de la modulation pour éventuellement parler de modulation numérique. Et puis, si vous lisez entre les lignes, là, vous allez vous rendre compte qu'on va commencer avec la modulation analogique, puis après ça, on va parler du numérique. Donc, première chose, si je me mets un signal de, par exemple, 0.1 Hz. Et je module en FM. En fait, gars, je ne passerai pas par là tout de suite, je vais passer par autre chose. Est-ce que vous savez c'est quoi un VCO? Non. Donc, VCO, ça veut dire Voltage Controlled Oscillator. Oui, vas-y, Martin. Juste pour pas qu'il nous fasse le même coup qu'il semble de faire. Pourquoi des fois ça marche pas quand tu drives?
Je sais pas. J'ai aucune idée. Je suis dans Windows, fait que GNU Radio dans Windows, c'est pas toujours. Ouais, si je double-clique, ça y va. Je pourrais pas t'expliquer pourquoi. Là. C'est probablement juste Windows qui est instable avec GNU Radio. C'est connu, puis on s'attend à ça. Là. Donc, en même temps, je vais ouvrir une petite parenthèse là, pour que vous compreniez bien c'est quoi, parce que vous ne l'avez peut-être pas étudié encore. Là. Ça fait que constant source. Ça fait que ça, vous voyez ça comme une source de tension, constant source. C'est une source de tension DC que vous pouvez ajuster. On va l'ajuster avec quoi? Avec un slider. Donc, on va dire de moins 10. Oups, default, on va dire 0. On va dire que c'est la voie de moins 10 à 10. Et puis, on va mettre ça sur un time sync, donc un oscilloscope. Et voilà. Ici, on ne se cassera même pas la tête. On va regarder c'est quoi le sampling rate. Comme ça. Sensibilité, amplitude, comme ça. Donc l'amplitude, ça va être quoi l'amplitude de l'oscillation de sortie. Puis la sensibilité, en fin de compte, c'est un rapport entre la tension d'entrée et la fréquence de sortie. Okay, mais pour tout de suite, là, on ne se soucie même pas de ça. On veut juste savoir comment ça fonctionne, le concept, le principe. Donc, je vais lancer ça. Mettre ça ici. J'avais déjà fait intro modulation. On l'a refait, ça fait que je vais l'appeler 2. Donc, on a quelque chose qui est... Donc, quand je le mets à 0, donc, il faut se rappeler que c'est un oscillateur. Un oscillateur qu'on contrôle avec une tension. Donc, ici, j'ai une tension. Là, juste pour faire que j'augmente la sensibilité, sinon on va avoir rien de concluant. Donc, quand la tension est à 0, on voit que l'oscillateur nous donne quelque chose qui ne varie pas, en fait. Donc, c'est un oscillateur contrôlé par une tension. Si la tension est 0, l'oscillateur ne fonctionne pas. Si je lui applique une tension de 1, on voit qu'il se met à osciller. Si j'applique une tension de 2 volts, on voit qu'il oscille encore plus vite. Et ainsi de suite. Tension de 10, on voit que c'est la fréquence plus élevée. Et ici, si je fais ça, là, c'est difficile à visualiser, mais il se met à osciller, mais dans l'autre sens. En compte, au lieu d'avoir un sinus qui se met à augmenter, il se met à diminuer, en fait. Là. Vous voyez-là comme si la fréquence devient négative. Vous voyez comme s'il se met à changer de direction. Là. Mais c'est ce qu'il fait. Ça fait qu'il oscille à vitesse qui est proportionnelle à notre tension et la direction est proportionnelle au signe. Ça va jusqu'à là? Ça fait qu'encore là, juste pour que ce soit encore plus visible, je vais mettre un de plus ici comme ça. Voilà. Ça fait que là, au lieu d'avoir une source de tension qu'on contrôle, je vais désactiver ça et puis je vais mettre un sinus. Un sinus de 0.1 Hz. Et puis, comme ça, je vais l'activer. Donc là, au lieu d'avoir une source de tension que je mettais soit à moins 10 volts, soit à plus 10 volts, là, ça va être un sinus qui va avoir 0.1 Hz. C'est du FM. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. C'est beau, hein? Oui. Okay. Donc là, je vais essayer de vous le présenter de différentes façons. Je suis vraiment pas confiant que cet outil-là fonctionne. Dans quoi, excuse-moi? La tension? Oui. Là, je l'ajuste avec un sinus. C'est un sinus qui ajuste la tension. Imagine que la tension qui ajuste l'autre sinus, c'est un signal intelligent. C'est ça, ouais. Donc, notre message, en fait, c'est ça ici.
Avant, notre message, on le contrôlait avec notre bouton, mais là, notre message, c'est un sinus, tout simplement. Je vais essayer 2-3 trucs, là. Ouais, ça, je fais... En plus, quand on se filme, on réfléchit à d'autres choses. Ça filme ton écran aussi? Comment? Ça filme ton écran aussi? Oh ouais, c'est en train de filmer, là. On nous en pas. Du moins, j'espère. Ouais, ouais, il est ici. Ça filme. OK. Ça fait que là, ce que je vais faire, c'est que j'ai mis un oscilloscope sur le message et j'ai mis un frequency sync, donc un analyseur de spectre, sur le signal qui est modulé. Okay, donc, en fait, ce qu'on module, c'est notre petit bidule ici. On va aller voir ce que ça donne. Donc, on voit ici que c'est du FM. C'est quelque chose qui varie en fréquence en fonction de notre message ici, qui est notre sinus de 1 Hz, de 0.1 Hz, excusez-moi. Et on voit ici, dans le milieu, notre porteuse qui change effectivement de fréquence. Donc, on est tous convaincus. Pour que ce soit plus beau, là, pour que ce soit exactement du... VCO, je vais mettre VCO complexe. Pour que vous le voyez comme vous êtes habitué de le voir, là. Je vais le mettre avec lui ici, en fait. Donc, vous êtes probablement habitué de le voir un peu plus comme ça ici, comme on voit en bas. Donc, c'est vraiment une porteuse qui se promène de gauche à droite. Tantôt, juste parce qu'il était en réel, c'était plus difficile à voir. Et notre signal dit intelligent, là, notre message, il est ici. Donc, si je change la fréquence de notre message, je vais le mettre à 1 Hz, mettons. Ah, on voit que notre porteuse, elle bouge de gauche à droite encore, mais plus vite. Donc, elle fait gauche-droite à chaque seconde, parce que notre sinus ici est plus haute fréquence. Et si je le mets à quelque chose, par exemple 440 Hz, qui est un signal audio là, typique, ah! Là, on dit, wow, c'est plus du FM. Oui, c'est encore du FM. C'est juste que notre porteuse, notre sinus, en fait, qui faisait gauche-droite, est rendue qu'elle fait tellement vite qu'elle nous apparaît à plusieurs endroits en même temps. Mais si je le change avec... Là, je fais un test. Là, je ne sais pas si ça va fonctionner parce que des fois, dans Windows... il prend mal les audio sources. Mais je vais l'essayer pour voir d'un coup que... Non, il ne prend pas mon micro. OK, peu importe. Ce que j'aurais aimé voir, là, c'est que ici, on aurait eu la porteuse. Puis, quand je me serais mis à parler, on aurait vu la porteuse bouger. Puis, ça aurait été un peu plus aléatoire, mais bon, Windows ne supporte pas mon micro avec New Radio. Est-ce que vous comprenez le concept de FM correctement? Oui. Donc, là, je vous ai présenté juste les FM. On aurait pu faire la même chose avec du AM. On aurait pu faire la même chose avec du PM, qui est du FM, mais juste regarder de côté. Là. Bref, ce que je suis en train de dire, c'est que du FM, du phase modulation, c'est juste des mots qui sont différents, mais essentiellement, c'est la même chose. Ça fait la même chose, c'est la fréquence qui bouge, ou si on dit ben, c'est le changement de phase, mais ça vient au même. Mais l'amplitude, c'est un vraiment différent. Donc, à chaque fois qu'on parle de modulation AM, FM, PM, on peut avoir la même chose en numérique, et dans ce cas-là, on va dire, petite question quiz au cas où il y en a qui le sachent déjà. Est-ce que vous savez le AM, Amplitude Modulation, en numérique, est-ce que vous savez comment on appelle ça? ASK.
ASK pour Amplitude Shift Keying. Oups. Amplitude Shift Keying. Fait que là, je vous le montre rapidement. Donc, du Amplitude Shift Keying, c'est plutôt que de changer l'amplitude de manière continue, on change l'amplitude de manière discrète. Donc, soit l'amplitude est de 1 ou soit l'amplitude est de 0. Okay. Mais c'est le même concept quand on fait du FM en numérique qui s'appelle du FSK et du PM en PSK. Okay. Non, pas PFK, mais PSK. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire très facilement du FSK. Comment on ferait pour faire du FSK? Bien, au lieu d'avoir un cosinus, on va mettre un onde carré. Et on va regarder qu'est-ce que ça donne. Donc ici, là, j'ai un onde carré de 0 à 1. Donc, soit on a du signal, soit on n'a pas de signal. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est effectivement, soit on a une porteuse, soit on n'en a pas. Puis en fait, je vais juste changer un peu mes... je vais rapetisser la fréquence pour que ce soit plus facile à voir. Okay. Donc là, j'ai quelque chose de 1 Hz. Fait que ici, on le voit très, très, très clairement qu'on a soit une porteuse, soit on n'en a pas. En fait, j'aime pas la façon qui est faite. Là. Je vais mettre un offset pour que ce soit plus clair. Moins 0.5. Donc là, au lieu d'avoir quelque chose qui était 0 ou 1, on a quelque chose qui est moins 0.5 ou plus 0.5. Mais c'est du binaire, hein, c'est un ou l'autre. Donc c'est numérique. Et si je module notre porteuse ici, on ne voit pas tout à fait, là, mais ça change de sens. Ça, c'est pas du PSK? Non, c'est du FSK. Je vais juste essayer de trouver une façon qu'on le voit un peu mieux. Là. Si je mets 5, mettons, Hertz. Comment? Maintenant, vous allez voir, là, il y a comme des pics qui se forment. Là. Mais on peut voir que c'est du FSK dans le spectre, dans l'analysateur de spectre. Oui, sur l'analyseur de spectre, on le voit super bien, mais je veux que vous le voyez aussi ici. Là. Fait que Control Panel, je vais l'activer. Ça. Je ne vais pas activer le bon. Lui. OK. Donc, si je stop ici. OK. Ça fait qu'ici, qu'est-ce qui se passe? Notre porteuse a tourné dans un sens et à un certain moment donné, elle se met à tourner dans l'autre direction. Ça fait qu'elle tournait comme ça, elle va là, elle change de direction. C'est comme si elle revient sur ses pas. Mais ça aussi, elle revient sur ses pas. Oui? Qu'est-ce qui fait qu'on peut appeler ça du FSK si la fréquence ne change pas? La fréquence, ça change. La meilleure façon de le voir, c'est ici. La fréquence est soit ici, on le voit, soit ici, soit là. Donc là, je vais faire un max hold, on va bien le voir. On voit que... X puis Ouais, peu importe, on s'en fiche un peu. Dans le sens qu'une modulation FSK, par définition, c'est quoi? C'est de prendre une porteuse et de modifier sa fréquence, parce que de la modulation, c'est ça. Soit, on prend une porteuse, on change soit son amplitude, du AM, ASK, on change soit sa fréquence, FM, FSK, ou soit sa phase, PM, PSK. Dans ce cas ici, on voit que c'est sa fréquence qui change. Et on change la fréquence avec un signal numérique, donc c'est du FSK. Oui? Martin a raison de s'interroger parce que pour le changement de sens, c'est pas un changement de phase de 180 degrés. C'est aussi, dans ce cas ici, un changement de phase de 180 degrés. Mais si c'était purement un changement de phase de 180 degrés, puis là, vous avez totalement raison, j'essayais de justifier davantage, mais on a l'exemple parfait que du
FM ou du FSK et du PSK, c'est une différence de point de vue. Hein. C'est vraiment une différence de point de vue. Puis là, juste pour qu'on fasse un petit résumé de tout ça. Donc, modulation analogique versus modulation numérique. Ça fait que les deux, qu'est-ce qu'ils vont avoir? C'est qu'ils vont avoir un sinus. Puis là, on va faire un petit signe juste pour dire que c'est de la modulation. Donc, dans les deux cas, on va avoir une porteuse qui va être analogique. La seule différence dans la modulation analogique, notre signal va être continu. Donc ça, c'est de la modulation analogique. Et du numérique, la seule différence, on va avoir quelque chose qui va être numérique. Qui s'en va là et qui donne de la modulation numérique. Oui? C'est pas la première fois que je vois ça présenté de même, des modulations numériques avec différents niveaux. J'ai fait exprès de mettre plusieurs niveaux et j'espérais qu'il y ait quelqu'un qui me pose la question. Donc, c'est là que je fais un lien avec ce que je vous ai présenté au début du cours, qui est les fichiers. Un fichier, qu'est-ce qu'on a? On a un tapon de bits ou un tapon de bits regroupé en octets. Donc, je pourrais rentrer quelque chose ici dans la modulation numérique qui serait quelque chose de binaire. Okay? Dans ce cas-là, on aurait un bit par, ça on appelle ça des symboles ici. Donc, on pourrait avoir un bit par symbole, ou on pourrait aussi avoir 2 bits par symbole. Dans ce cas-là, il y aurait combien de niveaux possibles? Il pourrait y en avoir ici, par exemple, ça représenterait 0, 0. Ça serait 0, 1. Ici, ça serait 1, 0. 1, 0 ici. Ça serait 1, 1. Ça serait 1, 1. Puis ici, ça serait, c'est comme un peu entre les deux, c'est un peu tout croche, là, mais supposons 1, 0. Donc, au lieu d'avoir quelque chose qui serait de la modulation numérique, on pourrait aussi avoir quelque chose comme ça. Là. OK? Où est-ce qu'on aurait 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, et ainsi de suite. Ou est-ce qu'on aurait un bit par symbole, mais on peut aussi avoir plusieurs bits par symbole. Puis, qu'est-ce que ça va avoir comme impact? C'est ici, quand on module avec un seul bit par symbole, il y a 2 fréquences possibles. Question quiz. Si on module avec 2 bits par symbole, il y aurait combien de fréquences possibles? 4 fréquences possibles. Vas-y, Martin. Tu gagnant là-dedans, parce que plus tu mets bits dans les symboles, plus tu es sensible au bruit, j'imagine. Puis avec la formule qu'on a fait, le 2, plus tu gagnes. C'est exactement ça. Ça fait que je répète pour la caméra. On n'est pas vraiment gagnant parce qu'on pourrait avoir plusieurs bits par symbole. On pourrait dire, hey, on va y aller avec 200 bits par symbole. Mais si on fait ça, on devient beaucoup plus sensible au bruit. Puis là, la modulation numérique qui est censée être super robuste au bruit devient beaucoup moins robuste. Puis il y a des erreurs qui se mettent à survenir. Fait qu'effectivement, il y a un compromis à faire entre le nombre de bits par symbole et le débit. Parce que plus on met de bits par symbole, plus vite on va pouvoir aller, mais plus sensible au bruit on va être. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Okay. Fait que ça résume ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais vous faire manipuler ces concepts-là dans GNU Radio et autrement, avec des questions, etc. Parce que c'est une partie cruciale. Vous devez bien comprendre justement le concept de bit par symbole. Essayez de comprendre c'est quoi le lien de ça avec le débit. Ça me fait penser, je pourrais même vous le présenter tout de suite. Laissez-moi réfléchir. Ouais, ça vaut la peine de vous le présenter.
Donc, on va y aller. Débit binaire, c'est quoi? Mais c'est un débit. Mais c'est le débit. Tantôt, qu'est-ce qu'on avait dit avec les bits? C'est le débit de transfert. c'est exactement. C'est un débit, par exemple, 64 kilobits par seconde. C'est combien de bits par seconde, en fait. C'est essentiellement ça. Maintenant, si on dit débit en symbole, si on a un bit par symbole, si on a un bit par symbole, bien, le débit binaire est égal au débit en symbole. Mais si on a, ça fait que dans ce cas-ci, on aurait 64 kilos symboles par seconde. Mais il y a une formule qui dit que le débit en symbole c'est égal au débit binaire divisé par le nombre de bits par symbole. C'est logique? Okay. Donc, le débit en symbole va diminuer au fur et à mesure qu'on met plus de bits par symbole. Ce qui m'apparaît très logique. Là. Donc, comme on disait tantôt, on va être capable de ralentir. Il y a deux façons de voir. On va être capable de ralentir un débit si on transmet plus de bits par symbole. Ou on va être capable de transmettre plus rapidement si on met plus de bits par symbole, tout dépendant comment on le voit. Là. Si on se met du point de vue de la modulation ou du point de vue du message. C'est bon? Fait qu'avec cette formule-là, ce que je vais vous faire faire, comme je vous dis, c'est des exercices, manipuler ces concepts-là pour bien les maîtriser. Puis après ça, on va pouvoir vraiment rentrer dans le cœur du sujet qui est comment moduler numériquement et comment recevoir un signal modulé numériquement dans GNU. Puis il y a quand même encore une marche là, à gravir, là, mais avant, on va essayer de maîtriser ça. C'est bon? Pas d'autres questions? Merci.